Merci à tous d'être avec nous ce soir. C'est l'heure de l'actualité sur RTI 1. À la une, ce 18 août, l'inauguration officielle du centre de production du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain de Côte d'Ivoire. Une solution du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour accélérer le processus de délivrance des actes administratifs. Dans la lutte contre la propagation de la maladie à virus Ebola sur son territoire, la Côte d'Ivoire ne lésine pas sur les moyens. Déjà, 700 cas contacts étaient vaccinés à la date d'hier 17 août. La surveillance communautaire aux frontières a été activée et le dispositif sanitaire renforcé. À Couteau, dans le nord de la Côte d'Ivoire, et à Guitry, localité du sud-ouest, on se félicite de l'impact de l'action gouvernementale sur le quotidien de l'habitant. Routes, électricité, eau potable, tous ces secteurs essentiels font de réels bons. De nouveaux chantiers sont ouverts quand certaines infrastructures sont inaugurées et remises aux populations. Et puis, à près de 8000 km de la Côte d'Ivoire en Afghanistan, les talibans s'emparent du pouvoir et promettent d'œuvrer à la réconciliation. Ils assurent entre autres vouloir protéger les droits des femmes en accord avec la loi islamique. Bonsoir à tous, bienvenue. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ayant été en contact avec une personne déclarée positive à la Covid-19, s'était mis en confinement le mardi 3 août 2021, conformément aux recommandations sanitaires en la matière. Les tests effectués lors de ce confinement ont révélé une infection à la Covid-19 qui a fait l'objet d'un suivi par les équipes médicales. Le test de contrôle effectué ce mercredi 18 août 2021 s'étant révélé négatif à la Covid-19, le président de la République reprend ses activités. Le président exhorte l'ensemble des Ivoiriens ainsi que les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner et à continuer de respecter les mesures barrières afin de lutter contre cette pandémie. Les lignes bougent dans le domaine du foncier urbain. Le processus de délivrance des actes administratifs, en particulier l'arrêté de concession définitive ACD, va être accéléré. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé aujourd'hui à l'inauguration du centre de production du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain de Côte d'Ivoire. Cheikh Koné nous fait des précisions. Grâce à ce centre de production flambant neuf d'une cinquantaine de bureaux situés en plein cœur de la cité administrative du plateau, l'usager pourra faire la demande de ses actes en ligne en un seul clic. Mieux, il pourra s'informer en temps réel de l'évolution de sa demande d'actes administratifs. Une première en Côte d'Ivoire. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi a inauguré ce centre, vitrine du projet de simplification et de sécurisation de la chaîne foncière, porté par le gouvernement. Ce projet est justifié par les longs délais de traitement de l'ACD, dans certains cas jusqu'à plusieurs années. Nous avons vu des dossiers qui ont passé 7-8 ans au ministère avant de trouver une issue. Les référentiels de positionnement non homogènes, donc les aspects géodésie, où chacun des acteurs avait des instruments de mesure et des modes de calcul propres, sans qu'il y ait concordance entre nous, ce qui générait bien entendu un grand nombre de litiges. Nous sommes donc particulièrement heureux d'avoir le Premier ministre au lancement de ce projet qui va radicalement changer la façon de gérer le foncier en Côte d'Ivoire. La première phase du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain est prévue sur 2 années, sur la période 2021 à 2023, dans le Grand Abidjan et la commune d'Assini. L'objectif est d'accroître d'une part les capacités actuelles de production de la chaîne foncière à 60 000 ACD pour la première année et le porter à 100 000 ACD pour les prochaines années. Et d'autre part, aboutir à un traitement tout numérique des demandes d'actes grâce à une technologie de sécurité informatique dénommée blockchain. Le Premier ministre s'est félicité de ce projet qu'il a jugé important pour le citoyen ivoirien. Toutes ces questions-là, aujourd'hui, avec le projet qui est en cours, qui démarre maintenant, vont connaître d'ici 1 à 2 ans une fin. On aura donc la capacité d'accéder à des évolutions de l'information sur le processus
d'acquisition d'un titre, c'est-à-dire quelqu'un qui décide d'acquérir un terrain ou d'acquérir un bien immobilier peut directement sur l'écran voir l'évolution, je dirais, étape par étape de ce processus d'acquisition, mais surtout ça va se faire dans un délai extrêmement court. Le projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain est financé par un prêt d'environ 15 milliards de francs CFA par l'État français. C'est une initiative du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en collaboration avec le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Ce centre de production qui marque le démarrage des activités du projet va créer à terme plus de 300 emplois. En santé, lutte contre la grippe aviaire en foyer de la maladie avait été signalée en juillet dernier à Mondoukou, dans le sud de Comoé. Et en mardi, l'on y a procédé à l'enfouissement d'un millier de poulets abattus. Ce sont 5 fosses de plus de 12 mètres qui sont prévues pour accueillir les volailles touchées par le virus. Amadou Ouattara. Après la confirmation par les services vétérinaires d'un cas de grippe aviaire à Mondoukou, dans la commune de Grand Bassam, une opération d'abattage a débuté lundi et se poursuit en ce moment. Cet abattage concerne une cinquantaine de fermes touchées par la maladie dans un rayon de 3 km. On n'a plus de poulets dans la ferme encore. Sur 14 000, c'est 4 900 et quelques. Hier, ils sont venus les abattre. L'opération est possible grâce à une sensibilisation sur les conséquences sanitaires de la grippe aviaire menée par les autorités préfectorales, sanitaires et municipales. La sensibilisation, c'est fait de la sorte que chaque chef de communauté, chaque village et chaque responsable de ferme, même les volaillers, sachent qu'il y a la maladie qui est là et qu'on fasse de la sorte que ça ne puisse pas atteindre la population. Parce que c'est une maladie qui tue, en fin de compte, quand c'est négligé. Plus de 103 000 volailles vont être abattues, même si les opérateurs du secteur vont recevoir des indemnisations après avoir dûment rempli une fiche. Les fermiers et les employés touchés directement ou indirectement restent anxieux pour la suite de leur activité. Un poussin coûte 550. Tu vas l'entretenir qu'elle va devenir un poulet là. C'est de fortes dépenses. Vous vous imaginez 2200 poulets et puis tu peux rien, c'est pas bon. Bon, ici j'emploie 2 personnes, c'est-à-dire 2 fermiers. Bon, on ne peut pas les payer, il prend l'argent pour les payer. En attendant plus d'éclaircissements sur l'origine de la présente crise de grippe aviaire, les autorités travaillent en synergie pour la gestion du foyer. Les investigations sont toujours en cours. La zone est quand même entourée par des plans d'eau où beaucoup d'oiseaux migrateurs se reposent. La deuxième source aussi possible, c'est le commerce. Le Ghana, qui a fait la maladie il y a plus de 2 semaines. Et il y a le Mali, une semaine avant, qui avait fait aussi la maladie. Donc on a 2 pays limitrophes qui ont été atteints par le virus. Donc les échanges commerciaux aussi peuvent être à l'origine. Une opération d'abattage a lieu en ce moment pour abattre tous les élevages de ce foyer-là. Les opérations d'abattage ont commencé hier. Effectivement, nous étions déjà à près de 23 000 volailles abattues. 7 km autour du foyer, nous avons ce qu'on appelle la zone de surveillance. Cette zone de surveillance est mise sous surveillance pendant 21 jours. Voilà. Et si, à la fin de ces 21 jours, nous n'avons plus aucun cas de maladie, alors le préfet pourra lever l'arrêté portant déclaration de la maladie. Toutes les procédures de police sanitaire qui permettent d'éteindre le foyer sont en cours et tout se passe bien. La Côte d'Ivoire a déjà été affectée par la grippe aviaire en 2006, 2015 et 2017. La grippe aviaire est une maladie virale qui sévit chez les oiseaux. La transmission du virus se fait de l'animal à l'homme. Les fermiers et les cuisiniers qui manipulent l'animal contaminé sont les plus exposés. La maladie à virus Ebola a fait aussi parler d'elle de nouveau depuis quelques jours. Après le premier malade détecté, 700 cas contacts à haut risque ont été vaccinés. Le ministre Pierre Dimba a annoncé l'activation de la surveillance communautaire à la frontière de Ouaninou, c'est dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, et également le renforcement du dispositif sanitaire. Salimatou Dia. Mercredi minuit, c'est le délai que se sont donnés les autorités sanitaires pour administrer les 2000 doses de vaccin Merck aux cas contacts à haut risque.
Ce mardi 17 août, le comité de veille sanitaire a fait le point de cette vaccination post-exposition. Nous avons appliqué les recommandations de l'OMS en vaccinant les premiers contacts et les contacts de ces premiers contacts. Et nous avons à ce jour vacciné 700 personnes. Affiner la riposte en adoptant une meilleure stratégie, voilà ce qui conduit le ministre Pierre Dimba à la frontière nord-ouest à Ouaninou. Pour donc revisiter les troupes, mais également donc donner plus d'instructions au personnel médical qui fait ce travail sur le terrain, leur donner donc les équipements complémentaires pour pouvoir vraiment mieux assurer cette surveillance épidémiologique. Mais également lancer la vaccination, parce que comme vous avez vu, dans son parcours, elle est passée depuis Ouaninou et il y a une partie des passagers qui est descendue en route et dispersée dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Donc également donc les DD, avec leur aide DDDR, on peut identifier les communautés dans lesquelles ces personnes-là sont. Et donc il va falloir donc faire la vaccination également à ce niveau. L'Organisation mondiale de la santé ou encore UNICEF sont mobilisés aux côtés des autorités sanitaires. Ils se réjouissent de la mise en œuvre des stratégies recommandées. À partir du plan des ripostes, nous voyons que tous les piliers de ce plan sont en train d'être mis en œuvre de manière adéquate, à commencer par la première grande stratégie qui est la recherche des contacts que nous avons préconisée dès le début, et aussi la deuxième qui est la vaccination. Donc, nous, partenaires, on se réjouit du fait que la vaccination a bien démarré avec ce que nous avons préconisé. D'abord, à commencer par les foyers où habitait la patiente. A commencé à ce niveau et en suivant le contact de ces contacts, nous pensons que la ceinture sera faite. Couper la chaîne de contamination reste la priorité à l'heure actuelle des autorités sanitaires. Dans la région du Ouorodougou, le village de Soba Banandje, à 15 km de Séguéla, a été doté d'une ambulance médicalisée. Le président de l'Assemblée nationale a procédé à la remise officielle. Alassane Koulibaly et Moussa Konaté. C'est un besoin exprimé il y a plusieurs mois. Les populations de Soba Banandje, à 15 km de Séguéla, région du Ouorodougou, sont aujourd'hui dans la joie. Une ambulance médicalisée est offerte par le président de l'Assemblée nationale. Amadou Soumaoro remet les clés de l'engin au préfet de Séguéla. Au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, je vous remets ces clés de l'ambulance. Cette remise d'ambulance met ainsi fin à de nombreuses années de souffrance. Les responsables locaux de la santé expriment leur satisfaction. Il faut dire que l'ambulance, c'est un engin qui fait partie du plateau technique, qui nous permet de donc évacuer nos mamans ou nos frères qui ont besoin de soins dans des structures encore à un niveau plateau plus élevé, d'être évacués dans les bonnes conditions et de gagner en temps. Cette ambulance-là vraiment va contribuer à améliorer la santé de la population de cette localité. Et je prends la charge pour dire aux donateurs que nous ferons tout pour que cette ambulance ait une longévité. Les populations de Soba Banandje ont traduit leur reconnaissance au président de la République à travers des danses de réjouissance. Quel est le point de la lutte contre la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire? Voyons ensemble les chiffres du jour. Le pays enregistre aujourd'hui 18 août 253 nouveaux cas de Covid-19, 192 personnes déclarées guéries et 4 décès. 1 246 309 doses de vaccins ont été administrées. La vaccination reste gratuite et volontaire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. Et depuis le Vatican, le pape François lui aussi invite à la vaccination. Selon lui, se faire vacciner est un acte d'amour. Vacciné lui-même dès la mi-janvier, le souverain pontife a toujours incité à la vaccination. Tout juste avant la campagne vaccinale au Vatican, il avait précisé que ceux qui refusent le vaccin mettent leur vie en danger, tout comme celle des autres.
Ici, en Côte d'Ivoire, l'Église universelle du Royaume de Dieu emboîte le pas à cet appel du pape et initie une opération de vaccination pour ses fidèles. L'opération a été possible grâce à un appui de l'Institut national d'hygiène publique. Djeneba Bini et Salima Toudia. L'Église universelle du Royaume de Dieu s'engage dans la protection de ses fidèles contre le virus de la Covid-19. Une opération de vaccination a récemment eu lieu et les fidèles disent prendre conscience de l'enjeu de la vaccination. Je suis venue me faire vacciner ce matin pour ma protection et protéger les autres. Je vous invite, mes frères et sœurs, pour vous vacciner. Je suis là pour les vaccinations contre le Covid-19. Avant de prendre un avion ou bien aller hors du pays, il faut te rassurer que tu es vacciné du Covid-19 pour sortir du pays. Les agents de l'Institut national d'hygiène publique ont rappelé à ces volontaires le bien fondé de ce précieux liquide. Nous sommes heureux que l'Église universelle ait eu cette initiative qui a été donc suscitée par le gouvernement en vue donc de protéger la population contre cette pandémie. La vaccination aujourd'hui est un des moyens efficaces pour pouvoir donc circonscrire cette pandémie qui, il faut le dire, a commis pas mal de dégâts. Cette action répond à la préoccupation des responsables de l'Église de faciliter le bien-être spirituel de ses membres qui passe avant tout par le bien-être physique. La maladie à coronavirus n'a pas eu raison de la détermination des pèlerins chrétiens. Ils continuent de se rendre à Lourdes en France. Depuis 2 ans cependant, du fait de la pandémie, les commerces et autres activités autour du pèlerinage ont pris un coup. Et c'est la baisse du chiffre d'affaires au niveau des commerces et aussi du sanctuaire. Sur place à Lourdes, les différentes stations du chemin de croix, symbole de la passion du Christ pour l'humanité, nous sont proposées par Grace Kando. À Lourdes, les pèlerins ivoiriens revivent le chemin de croix marqué par 15 stations. Chemin par lequel le Christ est passé pour le salut de l'humanité. Ces pèlerins se replongent dans la souffrance du Christ depuis le mont des Oliviers jusqu'à sa résurrection, en passant par sa crucifixion et sa mise au tombeau. À Lourdes, le chemin de croix ne s'arrête pas à la 14e station où Jésus-Christ a été porté, je dirais, en terre ou mis au tombeau. Mais il est vivant par le symbolique du tombeau vide. La vie, véritablement, qui a été enfouie dans l'antre des ténèbres, dans l'antre de la mort, a rejailli par cette lumière bienheureuse. Aujourd'hui, c'est l'espérance qui gouverne. Cultiver des valeurs d'amour, d'humilité et de pardon, des résolutions que prennent les pèlerins à travers ce chemin de croix. Oui, ce chemin de croix devait interpeller toute l'humanité. Ça devait amener tout homme à embrasser l'humilité, que nous soyons tous humbles et que nous puissions nous dépouiller de nos vêtements qui nous alourdissent, des vêtements de l'arrogance, des vêtements de la méchanceté, des vêtements de l'orgueil, et que nous puissions nous dépouiller de tous ces vêtements afin d'être plus légers et pouvoir avancer à la suite du Christ. Nous savons que nous sommes des pécheurs et nous tombons. À chaque fois que nous tombons, à l'image du Christ, il faut pouvoir se relever. Il faut pouvoir souffrir cette passion, suivre le chemin du Christ pour nous racheter. La vie du Christ doit être un modèle pour nous. Le chemin de croix rappelle que la sanctification du peuple de Dieu passe par la passion et la résurrection du Christ. C'est pourquoi les chrétiens sont invités à s'approprier le message de la croix selon l'enseignement de l'Église catholique. Voyons maintenant cette application mobile pour les automobilistes impliqués dans un accident de la circulation. C'est une révolution dans la fluidité routière. Elle donne accès à diverses informations utiles, notamment des numéros d'agents de constat les plus proches. C'est une application développée par l'autorité de la mobilité routière dans le Grand Abidjan. Comment en profiter? Réponse de Dangui Dangui. Les véhicules à Abidjan passent 3 à 4 heures de temps dans l'embouteillage par semaine, selon les chiffres officiels. La facture de ces embouteillages est estimée à plusieurs milliards de francs CFA, selon la même source. Présenté ce mardi aux forces de l'ordre,
L'application mobile dénommée Amungam Constat promet de réduire le temps d'intervention des agents en charge des constats lors des accrochages ou accidents de la circulation à l'origine de la plupart des embouteillages. On s'est rendu compte que lorsqu'il y a un accident, pour que l'usager puisse avoir accès, n'est-ce pas, à un agent contestataire, c'est la croix et la bannière très souvent. Et donc, on a mis en place cette plateforme-là qui permet, à travers un clic sur son portable, n'est-ce pas, d'avoir accès rapidement aux adresses des commissariats les plus proches. L'autorité de la mobilité routière dans le Grand Abidjan a par ailleurs remis une 50aine de motos aux forces de l'ordre des 19 communes du Grand Abidjan pour permettre aux agents en charge des constats de se rendre rapidement sur les lieux d'accrochage ou d'accident. Il y a certains lieux, certains services de constat qui sont très éloignés des lieux d'accident. Donc ces motos vont nous permettre de faire des prépositionnements, c'est-à-dire de les mettre dans les positions avancées pour pouvoir réduire le délai d'intervention, le délai de réaction des populations en vue de faire rapidement le constat, dégager les véhicules et rendre la circulation assez fluide. L'autorité de la mobilité routière dans le Grand Abidjan inscrit ses investissements d'une valeur d'environ 50 millions de francs CFA dans le cadre de la lutte pour plus de fluidité routière et contre les accidents de la circulation. Sanaoulé et Ziasso, deux villages du département de Kouto dans le nord de la Côte d'Ivoire, ont désormais accès à l'électricité. Cette connexion au réseau électrique national vient porter à 91% le taux d'électrification dans la Bagoué. Léon Brou. Effervescence rythmée d'hommage au président Alassane Ouattara à Ziasso, département de Kouto. À l'origine, l'avènement de l'électricité à travers cette mise sous tension du village par le ministre Bruno Nabagné-Koné. Pour les 3000 âmes, en effet, en plus de les sorties de l'obscurité, le courant vient déclencher le développement de leur localité. À part de courant, on peut faire du commerce. Aujourd'hui, on vend l'eau glacée à Ziasso, on vend la glace à Ziasso. C'est déjà un atout. Et beaucoup de choses aujourd'hui se font avec l'électricité. On ne fait que remercier le président Alassane Ouattara parce que son programme de gouvernement, c'était pour 500 âmes, il faut du courant. Nous sentons aujourd'hui les actions du président Alassane Ouattara. Autre localité, Sanaoulé, toujours dans le département de Kouto. Même liesse populaire pour saluer l'électrification du village et dire sa reconnaissance au chef de l'État et son gouvernement. Et ce n'est pas de trop, selon les élus et cadres de la Bagoué, notamment le président du conseil régional, les ministres Mariatou Koné et Bruno Nabagné-Koné. Ziasso et Sanaoulé portant à 91% le taux d'électrification de la région. Boundiali, nous sommes à 58 localités sur 66. Kouto, nous sommes à 41 localités sur 45. Et à Tengrela, nous sommes à 52 sur 55. Sur 166 localités, nous avons 151 localités électrifiées. Ça fait 91% de localités électrifiées dans la région de la Bagoué. À cette fête de la lumière sont honorés les artisans de l'avènement de l'électricité, donc du développement à Ziasso et Sanaoulé. Ici, le ministre de la Construction procède à l'installation officielle du nouveau chef du village, puis remet, comme à Ziasso, 1 million de francs CFA à 2 femmes pour la création d'activités génératrices de revenus. Une façon pour Bruno Nabagné-Koné de poursuivre sa volonté de contribuer à l'épanouissement des populations de la Bagoué. Quittant le nord ivoirien pour le sud-ouest où on parle également d'électrification. En plus de l'électricité, les habitants de Guitry ont bénéficié de plusieurs kilomètres de bitume. Théodore Zouzou et Jean-Marc Djadji. Route Yokoboué-Lozoa, hier très difficile d'accès et aujourd'hui en voie de bitumage. Les motos et automobiles n'auront plus du mal à l'emprunter. Les travaux de bitumage amorcés par le gouvernement avance à grands pas. Un véritable ouf de soulagement parce que vraiment quand nous remontons un peu le fleuve de notre passé, il faut dire que c'était un peu difficile. Personne n'a pensé qu'un jour Yokoboué allait avoir du goudron et aujourd'hui on constate que vraiment c'est chose faite. Vraiment c'est merveilleux. Nous on ne regarde plus les partis politiques mais on regarde le développement. Outre le bitumage des rues de Yokoboué, d'autres réalisations sont visibles.
Les populations en quête de mieux-être ont désormais l'eau potable, les quartiers périphériques électrifiés et le centre de santé urbain doté de 2 ambulances médicalisées. Le plateau technique ne nous permet pas de prendre beaucoup de pathologies en charge. Ça fait que depuis que ces 2 ambulances sont là, nous avons déjà fait beaucoup d'évacuations avec des cas graves au niveau de la maternité. Quand il s'agit du bassin dystocique, on évacue tous nos malades. Et les 2 ambulances nous aident beaucoup. Le développement est donc visible dans la cité. Aboutissement de l'action des cadres qui œuvrent pour sortir cette circonscription administrative de sa léthargie. Une action menée de main de maître par Nadine Nieba, élue et fille de la localité. Quoi de plus normal que célébrer ce développement amorcé? Je demande à ce que tout le monde soit uni, au-delà de nos différences ethniques, politiques. Je souhaiterais que nous nous mettions ensemble pour pouvoir développer notre région. C'est ça le plus important et c'est ce que le président Alassane Ouattara souhaite. Défilé de femmes en tenue de la tradition Dida et danse du terroir. Bref, la culture au rendez-vous dans une ambiance où les populations démontrent leur goût pour le vivre ensemble. Nous fêtons le développement. Vous voyez que les principales rues de Yokoboé sont bitumées. Il y a en construction un marché moderne. Il y a également une nouvelle gare en construction. Donc lorsque on arrive à Yokoboé, on sent déjà le développement. Pendant 30 ans, un peu plus de 30 ans, il n'y avait pas d'eau potable. Il y a de l'eau potable et c'est ça que nous sommes venus magnifier. Dire merci à Madame la députée, dire merci au président de la République. Vous avez vu cette grande mobilisation de toutes les populations dans leur diversité. Vous voyez là, il y a des allochtones, il y a des autochtones, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a tout le monde. Et c'est ce que nous recherchons. L'union des cadres du Grand Divo qui n'a pas voulu se faire compter ce moment et les populations de Yokoboé-Lozoa marquent ainsi leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes les actions de développement de leur localité. Sur la scène internationale, en Afghanistan, les talibans de nouveau au pouvoir ont promis d'œuvrer à la réconciliation. Ils assurent vouloir protéger les droits des femmes en accord avec la loi islamique. Mais comment ont-ils réussi à reprendre les rênes du pays 20 ans après en avoir été éjectés? Rétroacte pour comprendre la situation avec Alexis Ouedraogo. Tout s'enchaîne après le 11 septembre 2001. Les États-Unis, frappés par des attentats terroristes conduits par le groupe Al-Qaïda, veulent leur chef Oussama Ben Laden. Ils se trouvent alors en Afghanistan, où les talibans sont au pouvoir et refusent de le livrer. Une coalition internationale menée par les États-Unis et mandatée par les Nations Unies frappe le pays, chasse les talibans et s'engage à éliminer la menace terroriste. Malgré la mise en place en 2004 d'un nouveau gouvernement afghan, les attaques des talibans se poursuivent. Les troupes américaines sont renforcées par les forces de l'OTAN jusqu'en 2014, où l'OTAN met fin à sa mission et laisse la responsabilité de la sécurité à l'armée afghane. Les talibans sont affaiblis mais ne disparaissent pas. Ils se retranchent dans leur fief de l'est du pays, le long de la frontière pakistanaise, pour se réorganiser. Ils montrent souvent leur force de frappe en perpétrant des attentats suicides, des enlèvements. En février 2020, un accord de retrait est conclu entre les États-Unis et les talibans. Il est signé à Doha, au Qatar. Cependant, il ne met pas fin aux attaques. Avec le retrait engagé des troupes occidentales et des soldats américains, les talibans poussent une dernière offensive qui les mène aux portes de Kaboul. Dimanche 15 août, après 10 jours de conflit, ils prennent possession du palais présidentiel. Depuis, des milliers d'habitants tentent de fuir le pays. Pour beaucoup, ce retour au pouvoir des talibans sonne le retrait des droits acquis, notamment pour les femmes. Autre crainte, celle que le pays redevienne un terrain d'entraînement pour le terrorisme. Les talibans, eux, rassurent, indiquant qu'ils empêcheront qu'un groupe terroriste utilise le pays comme base pour des attaques contre l'Occident. Lorsqu'ils dirigeaient le pays entre 1996 et 2001, les talibans avaient imposé leur version de la loi islamique. Les hommes devaient se laisser pousser la barbe, les femmes portaient la burqa. Pas de télévision, de musique, de cinéma. Les filles étaient interdites d'aller à l'école, les femmes de sortir sans un chaperon masculin et de travailler. Et c'est l'accusé d'adultère, fouetté, lapidé à mort.
Soucieux de convaincre qu'ils ont changé, les talibans ont déclaré mercredi lors d'une conférence de presse à Kaboul s'engager à laisser les femmes travailler dans le respect des principes de l'islam. Mais voilà, dans les zones nouvellement conquises, ils sont déjà accusés de meurtre de civils, décapitation, enlèvement d'adolescentes pour mariage forcé. Les Nations Unies restent observatrices de l'évolution de la situation. À ce jour, l'armée américaine a évacué plus de 3200 personnes. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau s'est dit prêt à accueillir 20 000 réfugiés afghans. L'Ouganda, sur le continent africain, aussi. Et revenons pour finir sur ce communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, ayant été en contact avec une personne déclarée positive à la Covid-19, s'était mis en confinement le mardi 3 août 2021, conformément aux recommandations sanitaires en la matière. Les tests effectués lors de ce confinement ont révélé une infection à la Covid-19 qui a fait l'objet d'un suivi par les équipes médicales. Le test de contrôle effectué ce mercredi 18 août 2021 s'étant révélé négatif à la Covid-19, le président de la République reprend ses activités. Le président exhorte l'ensemble des Ivoiriens ainsi que les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner et à continuer de respecter les mesures barrières afin de lutter contre ces pandémies. Fait à Abidjan le mercredi 18 août 2021, signé le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. Et c'est la fin de ce 20h. Prochain rendez-vous de l'information sur RTI 1 à 23h avec Marine Cognan. Très bonne fin de soirée à tous.